précision. Toutes nos excuses pour le retard accusé. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. L'Assemblée nationale a officiellement inauguré son nouveau siège ce vendredi à Yaoundé. Le bâtiment de 55 milliards de francs CFA a été baptisé Palais de Verre Paul Biya. Un hommage à l'homme qui a marqué la vie politique du Cameroun en plus de 4 décennies et qui a œuvré à la construction de ce joyau architectural, fruit de la coopération sino-camerounaise. Même si, en dehors du président de la République, des figures emblématiques de l'histoire de l'Assemblée nationale du Cameroun ont leur nom inscrit sur les 4 salles de commission du Palais de Verre Paul Biya, des voix s'élèvent pour dénoncer une personnification d'un édifice abritant le siège du pouvoir législatif. Comment comprendre que le siège d'une institution dont le rôle et le contrôle de l'action gouvernementale porte le nom du chef de l'exécutif? On aura les éclairages de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, place au journal. De cette session d'information, rendons-nous dans la région du Sud Cameroun. Là-bas, un tueur en série présumé a reconstitué les faits de ces différents meurtres. Idriss Nkozo, 24 ans, le tueur en série présumé de Meyo Centre, dans le département de la vallée d'une Thème, région du Centre, a avoué ses crimes atroces lors d'une reconstitution des faits. Ce vendredi, à Meyo, Idriss a reconnu avoir tué 3 personnes et en avoir agressé une autre. Il a été arrêté après une tentative avortée d'agression contre une femme de 44 ans. D'autres précisions dans cet élément de Fondreni Marquez. A series of brutal killings has shaken Meyo Centre, a locality in the Thème Valley division of the South region, over the past 3 months. The gruesome murders, which occurred on February 16 and 20 and April 13, 2025, left the population in shock and wondering who was behind the atrocities. The arrest of 24-year-old Idriss Nkozo, who confessed to masterminding and participating in the killings, has brought a sense of relief to the community. Idriss Nkozo, a native of Meyo Centre, was apprehended on the 9th of April 23, 2024 after a failed attempt to attack 44-year-old Noah Lundu Seraphin Angel. According to a press release issued by the Senior Divisional Officer of Thème Valley Division, the arrest followed a thorough investigation and manhunt launched in response to the horrific killings. During a public presentation, the suspect confessed to murdering 3 individuals and assaulting another between February 13 and April 24. Captain Eric Donald Okalia, commander of the Gendarmerie Company, revealed that the suspect used machetes to slaughter his victims. After the suspect reenacted his crimes, the governor of the South region, Felix Ngelengele, cautioned the population against jumping to conclusions and assuming that only non-indigens were responsible for the atrocities. I want to congratulate the forces of law and order for the investigation. We should stop seeing the other Cameroonians as enemies for the social harmony of the communities. We don't want stigmatization to continue here. We have seen that one of the suspects is an indigene of the place, so they should increase vigilance. The arrest of the suspected serial killer has brought relief to the population, particularly the indigenes of Meyo Centre, who had previously attacked citizens from other regions, accusing them of being behind the gruesome killings. Et notre focus de ce soir nous conduit dans la localité de Nkomtou, située dans la région du Centre. Là-bas, les habitants font face à une réalité préoccupante. L'accès à l'eau potable reste un défi quotidien. Privés du réseau de distribution de la Camwater, les habitants sont contraints de parcourir de longues distances pour s'approvisionner en eau, souvent insalubre, au risque de compromettre leur santé. Entre fatigue et maladies hydriques, cette population attend toujours une intervention concrète des pouvoirs publics. La réalité des habitants de Nkomtou privés d'eau, c'est un reportage que nous proposent Sébastien Oyébé et Julien Bapangui. À seulement une vingtaine de kilomètres de Yaoundé, la localité de Nkomtou fait face à une dure réalité. L'accès à l'eau potable demeure un véritable parcours du combattant pour ses habitants. Pour aller chercher l'eau, on part d'abord, l'eau, on souffre. Et là, on puise même l'eau à boire là-bas, c'est très loin. Et en plus, il y a une grosse colline là-bas pour monter, ce n'est pas facile. Les populations sont contraintes de parcourir de longues distances à pied, souvent jusqu'à une source naturelle, sommairement aménagée à la main. Tu vas te réveiller aux environs de 3 heures
toi tu vas trouver que les gens sont déjà au puits, que le puits a tari à 3 heures. Donc si tu parviens même à voir même un seau, l'eau est jaunâtre. Cette eau non traitée s'aggrave en période de pluie, devenant un véritable danger pour la santé. De nombreux cas de maladies ont été signalés. Quand il y a une inondation avec pluie, comment on peut boire cette eau? Nous tombons même malades. Comme mon fils était malade, on a examiné l'eau, on a trouvé l'acide dans l'eau. Face à cette crise, certains habitants, les plus nantis, optent pour les forages. D'autres essayent de tirer leur épingle du jeu. C'est le cas d'un jeune homme qui puise de l'eau pour la revendre aux restaurants et commerces locaux. Pour quelques pièces, il assure une livraison indispensable malgré les risques et les pénalités de la tâche. Les bonbons aussi, c'est quelque chose. Les restaurants, j'amène ça au restaurant pour livrer. Si je peux avoir 100 francs. Le problème d'accès à l'eau potable en Komtou reste un défi majeur. Alors que la capitale connaît un développement rapide, ses périphéries continuent de souffrir en silence. Les habitants espèrent que leurs cris finiront par trouver écho auprès des autorités. Et pendant ce temps, à l'Assemblée nationale du Cameroun, la cérémonie de baptême du nouveau siège boudée par les députés. D'aucuns ont choisi de ne pas répondre présents à la dite cérémonie. Ce sont notamment des élus de partis politiques de l'opposition qui contestent le choix du nom de baptême des nouveaux locaux de cette institution, Palais de Verre Paul Biya. C'est le cas de la députée Nourane Fausting. Pour l'élu PCRN, il est inadmissible que soit baptisé ainsi, pareil, une institution, car cette démarche vient ainsi désacraliser le principe fondamental de la séparation des pouvoirs. Je me réserve de dénoncer la gabegie des quelques milliards qui ont été débloqués pour cette cérémonie superfétatoire en bon sens, pendant que les quartiers et le peuple se meurt à petit feu, a-t-elle déclaré dans un post sur sa page Facebook. Et cette cérémonie solennelle de baptême qui s'est déroulée ce vendredi 25 avril 2025 à l'esplanade du bâtiment situé à Ngouaikele, à Yaoundé, a lieu sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya. Et vous nous dites, Sébastien Oyébé, qu'en marge de cet événement, un défilé de conducteurs de mototaxi adressant leur soutien à la candidature de Paul Biya a été au centre d'une division dans les rangs des Bensikine. Reportage. Présidé par le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, la cérémonie officielle de baptême du Palais des Verts Paul Biya a réuni plusieurs membres du gouvernement, parlementaires, diplomates et autres invités de marque. Le choix du nom rend hommage à Paul Biya, président en exercice et figure emblématique de la vie politique camerounaise. C'est quand même 60 ans de haute administration, plus de 40 ans de président de la République. Je crois que c'est, malgré tout ce qu'on peut dire, c'est une carrière exceptionnelle. L'événement a également été marqué par un défilé inhabituel, celui des mototaximens de Yaoundé, arborant des banderoles de soutien à Paul Biya en vue de l'élection présidentielle de 2025. Plusieurs dizaines de conducteurs ont paradé devant le nouveau bâtiment, exprimant bruyamment leur adhésion à la vision du chef de l'État. Mais cet acte n'a pas fait l'unanimité dans la profession. Rencontrés dans certains carrefours de Yaoundé, plusieurs mototaximens disent ne pas se reconnaître dans ce soutien exprimé au nom de leur corporation. Même le président des syndicats ne nous a pas informé qu'il y a une chose à nous dire, mais ça là, je ne suis pas au courant moi. Si c'est pour le défilé du 1er mai là, je suis au courant, mais à part ça là, je ne suis pas au courant. Parce que dans la ville, on ne nous considère pas. C'est maintenant à l'Assemblée, le jour de l'inauguration, qu'on va nous considérer. Personne, ce ne sont pas les motomans là-bas. Vous pouvez même demander même certains motomans, même des autres carrefours, ils vont vous dire la même chose. Ceux qui sont partis là ne sont pas les motomans. Puisqu'ils n'ont pas l'autorisation de circuler en ville, ils ont fait comment pour arriver là-bas? Ils vont en plus à l'Assemblée nationale. Ça, c'est les motos, ce ne sont pas les motomans là-bas. Entre célébration du pouvoir en place et clivages sociaux en toile de fond, selon certains observateurs, le baptême du Palais des Verts Paul Biya incarne la dynamique contrastée du Cameroun d'aujourd'hui. Minute présidentielle. Pas de minute
minutes présidentielles ce soir, on y va plutôt en sport. Comprendre tout d'abord les raisons de la disparition des clubs de la région de l'Ouest des 20 dernières années en première division. Sur 8 clubs ayant évolué en première division, seule la Panthère sportive d'Undé et Bamboutos de Mbouda y sont encore aujourd'hui. Et pourtant, il y a plus d'une vingtaine d'années, plusieurs clubs mythiques de cette région faisant encore la fierté des départements et mobilisaient les amoureux du ballon rond dans les stades de la région de l'Ouest. Que s'est-il passé pour certains observateurs et acteurs clés du football régional? L'absence d'un projet sportif minutieusement élaboré et les transitions à problème ont réussi à fragiliser les bribes de cohésion au sein de ces clubs mythiques. Franck Roch Dassonka a mené l'enquête. Et avec l'animation, surtout quand il y avait les derbys régionaux, Bamboutos Racing, Bamboutos Fédéral, Bamboutos Aigle, Bamboutos Unisport du Honkam, c'était le match de gueule. Sur les 20 dernières années, au Cameroun, 6 clubs de la région de l'Ouest ont presque disparu des radars de la première division. Entre autres, Unisport du Honkam, Racing de Bafoussam, Sable de Batier, Fovou Club de la Grotte Sacrée à Baham, Aigle Royal de la Ménois et Fédéral du Noun. Décrépitude pour ces clubs qui ont permis de dénicher les talents au service de l'équipe nationale fanion du Cameroun, comme Jérémy Sorel Djitap, Benoît Angwa, Eric Kweke ou encore Frankom de la Panthère sportive d'Undé. Nicodème Tétan, journaliste de sport, aujourd'hui à la retraite, a suivi de près les clubs de l'Ouest ces 30 dernières années. Bref, à l'époque, là, c'était la grande mobilisation. Et puis, comme je le disais tantôt, les joueurs ne mettaient pas beaucoup plus d'argent devant. Mais aujourd'hui, un joueur, quand il marque 3-5 buts, il est vendu. Et puis, ce qui a un peu amené les gens à ne plus trop s'intéresser, c'est que certains présidents de clubs avaient confisqué le club. Ne rendaient plus comme les clubs communautaires, on ne pouvait pas les confisquer, comme Racing de Bafoussam, qui aujourd'hui rend la chefferie de Bafoussam, comme Bamboutos de Bouda, qui se trouve plutôt du côté de Douala. Tout cela, certains récupèrent les clubs aux fins politiques, n'associent plus les élites. Les gens se sentent donc, ne sont plus concernés à la chose sportive. Plusieurs raisons expliquent la disparition des clubs phares de la région qui ont fait les beaux jours du championnat camerounais en première division. Les équipes phares de la région de l'Ouest ne connaissent plus les résultats que nous avons connus à longtemps. Et moi, j'ai particulièrement accompagné certaines de ces équipes, comme Bamboutos de Bouda au Congo, au Gabon, comme le Racing de Bafoussam en Angola, pour ne citer que ça, et en Algérie, Sable de Batier en Tunisie et autres, et puis le Racing en Asie du Sud, où avec Kouagne Donatien, nous y avons passé pratiquement un mois. Bref, on n'a plus ce genre d'élite. Et vous savez également que les temps sont difficiles. Et le sport, c'est le business. Les présidents de club voudraient également, en mettant 1 million, 2 millions, puissent le récupérer en plaçant les joueurs. Mais malheureusement, c'est ça la triste réalité. Et puis les problèmes internes qui ne manquent pas. Pour certains observateurs, la descente aux enfers de certains clubs de la région, chargés d'histoire, est due à l'absence des projets sportifs bien élaborés et exécutés et des transitions à la tête de certains clubs qui finissent par diviser l'élite. Et c'est des personnes qui arrivent généralement n'ont pas un véritable projet. Ils ont soit la passion, soit d'autres projets. Et voilà, derrière, il n'y a pas une organisation qu'on peut pérenniser, il n'y a pas un véritable projet. Et il y a un manque d'organisation en fait. Et la transition, en fait, généralement, elle est très mal faite. Cette saison, par exemple, Bamboutos de Bouda et la Panthère sportive d'Undé sont les seuls clubs de la région qui évoluent encore en première division. Certains sont à la manœuvre pour se maintenir en élite tout. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Le RDPC fait flamber plusieurs milliards de francs CFA de fonds publics en l'espace de 5 mois, juste pour une double cérémonie d'inauguration et de baptême du nouveau siège de l'Assemblée nationale à la gloire de Paul Biya, chef de l'État encore en fonction et président national du parti au pouvoir. Des leaders politiques et la société civile dénoncent le gaspillage d'autant de ressources considérables qui auraient pu être allouées aux priorités telles que
La dette non apurée des enseignants qui menacent de boycotter l'année scolaire si leurs réclamations ne trouvent pas solution. Le nom de cet édifice palais de verre Paul Biya intrigue des partis d'opposition qui y voient la confirmation d'une inféodation du pouvoir législatif par l'exécutif en toute violation de la Constitution sur la séparation des pouvoirs. Comment comprendre qu'un haut lieu du pouvoir législatif soit baptisé au nom du chef du pouvoir exécutif? La lecture de Jean-Paul Chouniat. La phase de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale du Cameroun, achevée à 55 milliards de francs CFA, est célébrée dans une inauguration faste à plus du milliard de francs le 30 novembre 2024. Le nouvel édifice de la Chambre basse du Parlement est à nouveau magnifié pour son nom de baptême, à la gloire d'un homme, Paul Biya, président de la République depuis 1982. 2 manifestations en l'espace de 5 mois pour encore dépenser quelques milliards de francs CFA, de l'argent du contribuable, qui aurait pu régler toute la dette des enseignants, menaçant de paralyser le déroulement du 3e trimestre de l'année scolaire. Le régime RDPC en n'a pas fait une priorité des priorités, face à l'extrême urgence de festoyer le nom de baptême d'un bâtiment, fût-ce la maison des représentants de tous les Camerounais. Si des militants et caciques du parti au pouvoir saluent ce nom de baptême en reconnaissance de la longévité de 43 ans de leur champion à la magistrature suprême, certains dans les rangs du RDPC, tout comme à l'opposition et la société civile, dénoncent ce gaspillage de ressources devenu rare dans un contexte de tensions sociales et de défis économiques à relever. Et tenez par exemple, sur sa page Facebook, la députée 2.0 Nouran Foster, toute choquée, a annoncé le boycott de sa participation à cette cérémonie pour ainsi protester contre ces fonds publics dilapidés qui auraient pu être affectés à des besoins plus pressants dans un pays où plus de 10 millions de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, avec 875 francs CFA par jour, dans des ménages sans eau ni électricité et surtout essoufflés par la vie chère, entre autres. De même, ces acteurs politiques de tous bords condamnent ce qu'ils qualifient d'indécence institutionnelle et politique, à savoir baptiser un haut lieu du pouvoir législatif au nom d'un dirigeant encore en fonction, Paul Biya, garant du pouvoir exécutif, et de surcroît président national d'un parti politique, le RDPC en compétition avec d'autres formations politiques, à la veille d'une échéance électorale capitale, la présidentielle d'octobre prochain. Par cet acte, soutiennent des analystes politiques, les apparatchiks du régime RDPC ont réussi l'exploit de violer la séparation des pouvoirs, pourtant garantie par la Constitution. À la lumière de l'article 5 alinéa 2, conférant au président de la République le pouvoir de veiller au respect de cette Constitution, Paul Biya devrait recadrer les parlementaires de son parti sur cette violation flagrante de notre loi fondamentale et pour avoir surtout failli dans le contrôle de l'action gouvernementale que leur confère l'article 14 alinéa 2 de la même Constitution. Et on en parle justement avec nos invités. Valentin Djo est conseiller municipal, président de la sous-section RDPC Vouri-Bouélé 2. Valentin, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame, bonsoir co-panélistes et à vos millions de téléspectateurs. Augustin Akwepo est le coordonnateur de l'unité mobile des inscriptions sur les listes électorales pour le compte du MRC. Bonsoir Augustin. Bonsoir Claude, bonsoir à mes copanélistes. Je voudrais faire un clin d'œil à mes amis politiques qui sont à 83 mois pratiquement de prison et qui attendent d'être libérés. Je leur dis de garder l'espoir parce que c'est de la persévérance que jaillit la lumière. Nous sommes à leur côté. Bonsoir Christian Job Congo. Bonsoir Claude, bonsoir aux co-discutants. Vous êtes le porte-parole du PCRN. À côté de vous, Michel Michaud-Moussala, journaliste, directeur de publication du journal Europe Plus. Bonsoir. Bonsoir Claude. Vous savez, j'ai été confronté à un embouteillage tout à l'heure entre la ville et votre studio. Je tiens à dire bonsoir à tous les téléspectateurs, à mes co-discutants de ce soir. Mais permettez-moi de saluer tous les Mbamois qui sont devant ces écrans ce soir pour regarder habituellement mes interventions. Je leur dis un bonsoir fraternel et je leur souhaite une bonne soirée et un bon week-end. Et on dit merci à tous les Camerounais qui nous suivent ce soir. Le palais des Verts de Verre, Paul Biya, a été inauguré ce vendredi. Le siège de l'Assemblée nationale du Cameroun qui porte
fièrement, selon les membres du RDPC, le nom du président de la République. Un nom de baptême qui suscite quand même de vives réactions et des indignations de part et d'autre. Valentin, de votre point de vue, c'est un baptême légitime de cette institution ou du siège d'une institution comme l'Assemblée nationale qui porte le nom du président de la République? C'est un baptême légitime. On va tout simplement éviter de faire l'amalgame. Parce que la gestion, le fonctionnement de l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec un nom de baptême. Je ne sais pas si sur ce plateau, quelqu'un viendra me dire que la Constitution a été modifiée sur la simple raison qu'il y a un nom de baptême. On pouvait dire M. Paul Biya, enfin on a dit M. Paul Biya, on pouvait donner un autre nom de baptême. Je pense que Palais de Verre a été par ailleurs un nom de baptême. Alors, si ceux qui ont pensé ce nom de baptême, je pense qu'ils ont des raisons. Et les raisons peuvent être des évidences pour nous tous, au vu du statut de l'homme. Paul Biya, un homme d'État, l'homme qui a marqué l'histoire, ou l'homme qui marque l'histoire, ou qui est en train de marquer l'histoire du Cameroun, de l'Afrique, du monde. Et je pense que c'est tout à fait légitime. Il faut célébrer les grands hommes quand ils sont là, par leur mort. OK? Donc, quand vous... C'est peut-être pas... Je dirais c'est un abus de parler des militants du RDPC, là où nous parlons d'une institution républicaine. Vous avez cité une députée, mais vous n'avez pas cité ceux qui sont présents. Il y en a de l'opposition qui sont bien présents. Oui, on les a vus dans le reportage de notre... Ah ben, mettez-les en relief. C'est la République. Nous sommes en démocratie et chacun a son opinion. Si d'aucuns ou elle que vous citez, si elle a fait le choix d'être en retrait, c'est son choix. Et maintenant, ses propres camarades de parti ont remis sa présence lors des vœux. Hein. Elle a été au Palais de l'Unité et ses camarades ont trouvé que c'était mauvais, cette présence-là. Vous voyez qu'il y a un problème. Donc, je vous dis, il ne s'agit pas du RDPC, il s'agit de l'Assemblée nationale qui a un mode de fonctionnement connu, qui a un budget. Ce n'est pas le RDPC, vous aviez dit dans votre journal, le RDPC fait plan B. C'est donner une information erronée à vos téléspectateurs que vous respectez. Donnez la bonne information. Le RDPC a quel rapport avec le financement de l'inauguration d'une institution comme l'Assemblée nationale? Ce n'est pas le RDPC. C'est la République qui est réunie et qui célèbre un nouveau bâtiment qui porte fièrement ou qui va porter fièrement le nom d'un homme d'État qui marque l'histoire de son pays. Mais quel est l'intérêt, Augustin Kouépo, de votre point de vue, quel est l'intérêt de célébrer un tel bâtiment qui avait même déjà été mis en service, puisque la dernière session s'est tenue là-bas? Quel était l'intérêt, l'opportunité d'organiser une telle cérémonie, d'organiser une cérémonie de baptême d'ailleurs, si, selon le conseiller municipal, le nom de baptême ne pose aucun problème? On aura la réaction des autres tout à l'heure. Mais quelle est déjà la portée, l'intérêt, l'opportunité, de votre point de vue, d'organiser une cérémonie à ce moment précis? Oui, merci madame. C'est tout simplement pour nous un geste politique. À la veille des élections présidentielles, il faut montrer aux Camerounais qu'on a fait beaucoup pour le pays, qu'on a réalisé des ouvrages tels que cet immeuble qu'on a baptisé Palais de Verre Paul Biya. Mais seulement avant d'arriver en profondeur dans la réflexion, je voudrais faire quand même une remarque ici. Ce bâtiment a été construit et
apparemment, c'est un don, on l'a dit ainsi, un don de la Chine. Je ne peux pas comprendre que 65 ans après l'indépendance, que le siège de l'Assemblée nationale, qui est pour moi le siège de la souveraineté du Cameroun, soit construit par une main étrangère. Cela ressemble exactement à l'esclave qui ne veut pas se départir de cette posture et qui continue à dire « venez faire pour moi ». Pourtant, la Chine qui vient aujourd'hui nous donner ce bâtiment que j'apprécie, l'architecture, en réalité, prenait des dons du Cameroun. 60 ans après, on se retrouve à cette situation. Pour moi, c'est une situation indescriptible. Maintenant, pour revenir au nom de baptême, moi je crois qu'il y a là un exemple patent de ce que la justice, en fait, les trois pouvoirs au Cameroun, notamment le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et même le pouvoir judiciaire, ne sont pas séparés. Ils viennent de le prouver aujourd'hui parce que donner le nom d'un chef d'État, même s'il avait réalisé des choses importantes pour le pays, je crois qu'avant lui, il y a eu des gens qui ont donné de leur vie pour ce pays, qui n'ont toujours pas encore eu des noms de baptême de façon très officielle. Il n'y en a pas. Mais on veut aujourd'hui nous faire croire, nous faire montrer que le Cameroun a commencé son existence sous le règne du renouveau. Moi, je crois que cela relève tout simplement de la politique politicienne, c'est-à-dire vouloir... D'ailleurs, vous avez vu les motos-taximans et d'autres ont réagi à la suite de ce qu'ils ont vu là-bas, qu'on a instrumentalisé pour venir faire de la politique, que nous souhaitons que le chef revienne encore en 2025. Et quelques secondes après, vous avez vu ceux-mêmes qui sont en ville être étonnés de comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver là-bas alors que les motos ne circulent pas à l'intérieur de la ville de Yaoundé. Donc vous comprenez que c'est exactement ce que nous vivons depuis et que nous décrions toujours au MRC, qu'il faut effectivement qu'il y ait une séparation réelle des pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Quand ça prend le nom d'un homme, ça suppose qu'il y a une influence quelconque. La main qui donne, c'est la même main qui exige. Un peu comme ceux qui ont construit ce bâtiment. Il y a en retour ce qu'on va bien nous expliquer un jour, ce que ces gens ont reçu, parce que dans les relations entre États, c'est les intérêts qui comptent. On ne peut pas venir nous faire construire un immeuble de 50 milliards de façon gratuite. Non. Il y a des choses qui sont passées en dessous et il va falloir très bien qu'un jour on nous le dise. Maintenant, quand il est baptisé au nom d'un chef d'État, ça veut dire en même temps que ce chef d'État va avoir de l'ascendant sur tous ceux qui vont y siéger. Et qu'on va dire c'est le palais de verre Paul Biya. Donc ici c'est chez nous, un peu comme les maisons de parti qu'on avait vu par le passé au Cameroun, on appelait maison de parti, mais aujourd'hui c'est devenu maison RDPC. C'est bien écrit là, en haut, maison RDPC. Vous allez voir ça dans toute la République, que ce soit Choma à Bafan ou à Bafoussam, maison RDPC. Donc voilà des incongruités que nous vivons à ce siècle et les gens vont nous dire qu'ils ont apporté la démocratie, pourtant nous revenons en arrière d'un siècle. Mais est-ce que, Christian Ndjok, est-ce que seulement en se basant sur le nom, on peut affirmer justement qu'il y a cette inféodation dont parlait Jean-Paul Chounia tout à l'heure dans le reportage d'appui du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif? Ça reste un nom de baptême. À quel moment ou de quelle manière ça influence les décisions qui seront prises? Écoutez, moi, je crois d'ailleurs, pour l'image de notre pays, on aurait pu l'appeler palais de verre Xi Jinping. Si on veut rester, évidemment, quand on vous a donné un don. Si je vous offre un don, automatiquement, vous pouvez le baptiser en mon nom. Voyez-vous? Mais si un don, vous entendez baptiser le nom de quelqu'un d'autre, il me semble même que ça, c'est la chose la plus, excusez-moi du terme, la plus idiote possible. On aurait eu d'autres mécanismes de pouvoir célébrer le président de la République. Il me semble tous les édifices où on a essayé, on a tenté de pouvoir, n'est-ce pas, l'identifier. Par exemple, le stade Paul Biya Olimbe, il ne s'appelle plus stade Paul Biya. Il n'a pas encore été baptisé. Parce qu'il n'a jamais été achevé, ou du moins il n'a achevé aucun édifice. Vous imaginez bel et bien que si le président Amadou Ahidjo, de son vivant, qui a construit le palais des congrès, qui a construit ce palais de verre, qui a construit le palais de l'unité, n'est-ce pas, dénommer ces différentes institutions.
en son nom. Donc il faut qu'on sorte de cette patrimonialisation et on aurait même bien, alors même dans l'hypothèse où il fallait automatiquement donner un nom à ce Parlement. Il y a des prédécesseurs de Cavaille qui ont fait un travail fondamental. Quand vous partez de Louis Kemayou, le premier président du Parlement en 1960, ou encore de Marcel Marigombois, qui fait le pont entre les deux républiques en 62, jusqu'à quasiment à... Comment on l'appelle? À Sanda Oumarou, parce que quand on parle des républiques du Cameroun, quand on est venu, encore à parler de la République en 1972, il y a beaucoup de noms. Pour en arriver, que ce soit à Paul Calais, si on veut remonter même, ou à Orok, ou même Cavaille, qui est quasiment dans l'activité parlementaire. Je note déjà que c'est la plus vieille institution que le Cameroun ait connue. Et qui est un long cheminement. Ça, c'est la première des choses. Donc, si on restait même dans l'hypothèse de vouloir donner des noms aux gens, on aurait même pu nommer même le plus emblématique de tous, Salomon Tandemouna. Mais par exemple. Il y a les bureaux où vont se tenir les non, commissions les commissions, quand même les noms de certaines c'est réducteur. De entre l'institution et les simples bureaux, c'est essentiellement réducteur. Donc, bref, pour vous dire, pour moi, le débat est ailleurs. Parce que ce Parlement, il y a longtemps, en réalité, qu'il a perdu de sa propre souveraineté. Parce que dans la Constitution, leur donnant l'autorité en elle-même de pouvoir en être celui-là qui est le guideline, qui vote les lois, qui contrôle l'action gouvernementale, ils ont eux-mêmes voté les lois en disant que nous cédons notre pouvoir au président de la République. C'est-à-dire, on a transformé le président de la République en législateur parce qu'il émet des ordonnances, il prend des ordonnances qui ont force de loi. Une fois ratifié par le Parlement, a dit, eux-mêmes, étant assis, se sont dit, on n'a pas qualité, on n'a pas compétence. Je schématise un peu pour qu'on se comprenne. Pour dire que, pour voter des lois, on confère notre pouvoir au président de la République. Or, la Constitution, en son article, il me semble, 34 alinéa 3, leur donne la compétence de pouvoir même, je veux dire quoi, publier. C'est-à-dire, si le président de la République refuse, n'est-ce pas, de prendre un décret, habitant une loi, eux, ils ont compétence de pouvoir le faire. Donc, en théorie, ils ont plus de pouvoir que le pouvoir exécutif. Et je suis par là que M. Kouépo le disait pour cette première prise de parole, dans la notion de check and balance, telle que théorisée par Montesquieu et je vais dire Jean-Jacques Rousseau et Montesquieu plus tard, c'est que le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Quand même du point de vue symbolique, vous avez une institution qui, elle, est censée contrôler l'autre. Comment on la nomine? A dit, moi je suis censé vous contrôler pour qu'on se comprenne au quartier Mayo, mais moi je vous donne le nom, je vous donne ce nom. Ça veut dire même, comment dirais-je, même psychologiquement, spirituellement même, vous avez dès lors l'ascendance sur nous. C'est pourquoi moi j'étais candidat par exemple au Parlement. Quand on arrivera, l'une des premières choses à faire, d'abord pour ce Parlement, parce que pour ceux qui ont fait un tour, moi j'y ai fait un tour, vous allez voir tous les micros qui y sont et autres, qui allez dire, je ne sais pas, peut-être quand ces gens siègent en commission, à Beijing ou en Chine quelque part, on suit ce qu'on dit, ça et là. Parce que quand vous allez voir tous les micros, tout ce qu'on a installé là-bas, c'est quand même ahurissant. Tous les techniciens et autres qui ont parlé, il faut, l'une des premières des choses que nous attendait, n'est-ce pas, du président de la République, c'est peut-être de me refuser une telle chose. Parce que c'est un don. Donner son nom à cette affaire, c'est une humiliation. En fait, ces gens, il y a un effet pervers. Peut-être qu'ils ne sont pas en train de voir qu'ils sont en train de l'humilier. Ils croient peut-être le célébrer, le sanctifier, ou l'individualiser, mais en réalité, ils sont en train de l'insulter. Là, on a trouvé qu'il fallait donner un nom à Paul Biya, le vieux du haut de ses 92 ans, le vieux sage dont on nous dit, le plus intelligent de la planète. C'est un don qu'on a offert. Donc, il n'a pas pu réaliser une institution, a dit quoi, une affaire, je préfère pour pas être à terre. Donc, il n'a pas pu faire quelque chose dans ce pays qui pouvait porter son nom. Monsieur Valentin Diop, quand vous venez défendre une telle chose, quand même, il y a même un peu de sympathie ou d'empathie pour ce vieux. Moi, j'ai pitié de lui, le pauvre. Un peu. Ça fait pitié, en fait, en réalité. Ces gens, il y a ces gens dans leur parti qui développent la théorie, n'est-ce pas, du coup d'état lent. Peut-être c'est là, ils sont en train de tuer. En fait, ils effacent quasiment ce qu'ils auraient pu faire. Ou du moins la mémoire. S'il y a même une mémoire collective positive qui lui sera décernée, avec ça, ils sont en train de l'effacer automatiquement. Donc pour nous, en réalité, c'est un non-événement qui n'a pas lieu d'être. Si vous prenez l'institution en elle-même, c'est un cadeau. On a donné un cadeau à quelqu'un et on vous donne un cadeau. Au lieu de remercier même celui qui vous a donné le cadeau. Si on veut donner un nom, je ne suis pas là. Si on veut donner un nom, il sort par le temps pour moi. Qu'on l'appelle Palais des Verts Xi Jinping, parce que c'est un don. Au lieu de l'appeler M. Biya, pourquoi on l'appellerait Biya? C'est lui qui a donné le don. Ce n'est pas de lui. Il n'a rien fait. Ou du moins, il est nul.
Il est dit qu'il a œuvré pour la construction de cette architecture. C'est lui qui a mis les papers. Même si c'est 100%, c'est 100% chinois. Ou les Verts. C'est 100% chinois, je dis bien c'est 100%, y compris ceux qui y travaillaient. Mais c'est le fruit d'un partenariat, ce n'est pas la Chine qui s'est levée pour venir construire. Dans le cas d'espèce, quand on parle de partenariat, qu'on donne les éléments, ça doit être visible, c'est des contrats. Et les contrats économiques doivent être visibles. On doit savoir, nous qui allons récupérer le Cameroun demain, nous qui allons nous diriger, on doit savoir qu'est-ce qu'on a mis en retour, qu'est-ce qu'on va payer. Parce que si on va aller dans ce sens, qu'est-ce qu'on va payer? Qu'est-ce qui est tendu? La dette a été contractée à hauteur de combien? Mais on nous a dit que ce n'est pas la dette, c'est 55 milliards gratuits. C'est pourquoi les Chinois, il n'y a même pas eu un Camerounais qui travaillait là-bas, c'est les Chinois qui ont travaillé du début jusqu'à la fin. Et on a donné la clé, c'est ce qu'on a vu. Dans la communication politique, Michel Michaud-Moussala, de cet événement, autour de cet événement, Valentin Dior disait tout à l'heure qu'il ne s'agit pas d'un événement du RDPC, il s'agit d'un bâtiment de l'Assemblée nationale, donc certainement l'organisation a été faite par les membres de l'Assemblée nationale et non par le RDPC, mais pourtant on a vu une mobilisation autour des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, des militants qui au micro soit de Balafon, soit d'autres médias, saluaient un peu l'initiative de baptiser ou bien le baptême même de cette infrastructure, et certains y voient derrière une certaine campagne politique, un jeu illégal, un jeu déloyal envers les autres partis politiques, parce qu'il suffit d'un petit événement pour le transformer en un meeting. Est-ce que c'est ainsi? Est-ce que c'est cette lecture-là qu'on peut faire d'un événement comme celui-là qui se tient à un moment précis de l'année, rappelant que nous sommes en année électorale? Merci Claude. J'ai comme l'impression que, englué dans ma logique politique depuis au moins comme analyse politique au Cameroun, mais jeune frère, peut-être non pas recalqué, l'esprit ou l'approche de ce qui se passe à travers le monde. J'aurais souhaité, je souhaite que nous écartions le fait que ce soit la coopération chinoise qui soit venue implémenter. Le siège de l'Union africaine a été gratuitement offert aux Africains. Il a été construit en Nairobi, j'y étais. C'est un don du gouvernement chinois. Ce n'est pas parce que les États africains ne pouvaient pas se doter d'une infrastructure de ce genre. C'est des approches politiques. Maintenant, le débat en ce qui me concerne, c'est sur le baptême. Et que je dirais que c'est de l'esbrouf politique. Et ce n'est pas ceux en face. Je suis désolé parce que je n'appartiens peut-être pas à des partis politiques. C'est le métier qui m'anime, de faire comprendre aux uns aux autres qu'il faut se méfier. Christian a soulevé des sujets, ainsi que Augustin, qui paraissent être très logiques. Parce qu'il faut éviter qu'on en arrive à voir un président de la République pour qui, quand j'écoute les uns les autres, s'il était arrivé que M. Biya quitte le pouvoir au jour d'aujourd'hui sans se déclarer candidat, qu'il aurait à écouter le président Cabral, à écouter le président Kamto, à écouter même certains leaders au sein du RDPC, lui aurait accordé tous les honneurs dus à son rang. Même si pour moi, je considère qu'il n'a pas donné en 42 ans ce qu'il aurait pu donner aux Camerounais. Mais il faut prendre toujours du recul, parce que l'ascendance politique a ses mécanismes. Il faut que vous le compreniez. Monsieur Biya, on peut baptiser le palais de verre comme on l'a baptisé aujourd'hui. On peut le débaptiser demain. Cela s'est fait dans beaucoup de nos pays. On a rebaptisé des structures, des infrastructures. Et c'est là où, effectivement, la peur de voir un peu l'homme dans sa posture politique être détruit parce que la verticalité ne sait pas opérer. La verticalité que j'ai écouté Christian en parler, c'est la verticalité des lois. Et quand on prend un pays, on en fait un peu comme une espèce de monarchie.
Les monarchies à travers, depuis le XIe siècle, hein, vous allez voir que toutes les monarchies se sont détruites. Même dans les pays à forte propension communiste, vous verrez que beaucoup de choses, il y a quelques exemples qui restent encore dans des États comme la Chine. Hein, quand j'arrive, vous verrez que tout n'est pas baptisé au nom de Mao Tse-tung, le père. Donc, il y a des symboles sur lesquels on sent sa présence, on sent une évolution d'une société, on sent un mécanisme sociétal qui se sont opérés, les mécanismes qui se sont opérés, mais qui n'emportent pas les hommes dans une posture, parce que éviter que ce soit des systèmes qui se détruisent et qui se voient en train d'être complètement éteints. Il faut mettre en place une approche qui permette à ce que du jour au lendemain, M. Ahidjo est mort. C'est Ahidjo qui a construit le palais de l'unité. Vous voyez, par subtilité, lui, il a baptisé cela comme étant palais de l'unité. Lui-même, le seul stade avait été débaptisé et on a rebaptisé cela comme stade Amadou Ahidjo. Donc il y a des exemples où nous les vivions tous. Donc il faut faire très attention dans ce que le RDPC, si le système arrive à se pérenniser à la suite de cette élection de 2025, ils peuvent garder la tendance de vouloir dire aux yeux des gens qu'il y a des choses qui se sont faites et qu'elles doivent être en réalité préservées. Mais j'ai peur qu'un basculement politique, et je l'ai dit sur un autre plateau il y a 2 jours, en disant que nous sommes sous le baptême de cet ouvrage. Je ne souhaiterais pas qu'on en fasse un baptême de Mao Tse-tung, comme l'a suggéré Christian. Bon, mais un don, même sur le plan du droit, le don, tu t'en fais propriétaire. Si moi je vous ai donné, mes enfants ne peuvent pas réattaquer judiciairement ce que je vous ai légué en termes de don. Donc vous en faites ce que vous vouliez. Donc, je crois que je voudrais chuter par là en disant, à la suite de votre... Seulement, là, on convoquait la symbolique politique, que vous avez convoqué vous en termes de théorie politique. Tout à fait. On convoquait la symbolique politique. À ce niveau, et c'est là où ça pose problème. C'est là où ça pose problème, je l'ai dit. Je dis que j'ai peur. J'ai peur tout simplement que ce que les autres prennent aux forcettes, il peut se rétablir des équilibres sur le plan sociétal qui puisse apporter à remettre en cause. C'est évident que demain, quand on arrive, on change ça. Moi, je ne le dis pas. Moi, je suis journaliste, je suis analyste politique, je suis senior journaliste. Mon travail, c'est l'analyse politique. Et c'est pour ça que j'aborde le volet politique de ce qui peut arriver à se passer demain. C'est une évidence. Donc, je ne sais pas si c'est... Partant de l'expérience dans d'autres pays, notamment en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Donc, vous verrez que tout ce qui a été baptisé Macky Sall au Sénégal, il n'y a que 2 endroits qui restent baptisés de Macky Sall et dans son village d'origine. On le lui a concédé. Malheureusement. Voilà. Donc, l'histoire retient que M. Ahidjo retiendra qu'au Cameroun, M. Biya est président de la République puisqu'il y est. Il a été, quand il faudra en parler de manière futuriste. Mais Ahidjo l'a été avant. Il peut arriver que ceux qui viennent gérer le pays dans les jours qui viennent, dans les années qui suivent, arrivent à dire que bon, on a eu 2 chefs d'État, nous allons voir qu'est-ce qu'ils méritaient en termes de symboles, parce qu'une république, il se doit d'avoir des repères, et d'une manière ou d'une autre, les grands hommes qui se sont succédés dans ce pays devraient être d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne voit en réalité pas de raison si les Camerounais continuent à parler de Oumniobé aujourd'hui et qu'il en soit dans un bosquet du côté des Eka où les hommes n'ont pas une histoire. Douala Mangabel, à peine si on sait que c'est suite aux événements qu'on organise, vous n'avez pas connu Manimbo Ntombi, dont les signes militaires que portent les militaires aujourd'hui, c'est le courage. Manimbo Ntombi, son monument est au palais de Douala, le lion noir Banem, qui a combattu les Allemands avec Douala Mangabel.
Les gens n'en savent pas du tout. L'histoire a été persécutée au Cameroun au point que je ne souhaiterais pas que le départ de M. Biya en soit une avalanche négative. Il va falloir que tous ceux qui ont concouru à faire de cette nation celle qu'elle est ou celle qu'elle serait demain en soit à être négativement présentée. J'adressais la question tout à l'heure à Augustin Kouepo de l'opportunité d'une telle cérémonie. Une cérémonie d'inauguration en plein mois d'avril. Pourtant, le bâtiment est ouvert depuis novembre. La députée Nourane Foster a dénoncé ce gaspillage de ressources au regard des difficultés qu'on traverse dans notre pays. Il y a les enseignants qui sont en grève, ceux du COREC d'ailleurs. La grève s'est achevée aujourd'hui et elle est renouvelable selon les responsables du COREC. L'opportunité d'une telle cérémonie au moment où on cherche un peu, vraiment, on n'arrive pas à joindre les deux bouts au Cameroun. On parle quand même d'une cérémonie qui a coûté des milliards de francs CFA. On n'a pas besoin d'avoir reçu le budget d'une telle cérémonie, mais habitué aux pratiques ou alors aux démarches du RDPC, on s'imagine que ça n'a pas coûté 10 francs. L'opportunité d'une telle cérémonie actuellement, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il fallait montrer? Qu'est-ce qu'il fallait présenter? J'ai demandé tout à l'heure à Michel Michaud-Moussala ce que renvoie une cérémonie comme celle-là en termes de communication politique. Comment le RDPC répond à cela? Il ne s'agit pas d'une communication politique au sens partisan, comme d'aucuns ont voulu le faire. Quoi? On entre dans l'histoire. Et justement, il faut bien commencer quelque part. Et je pense que ça ne date pas d'aujourd'hui. On a un aîné sur le plateau qui il n'est pas amnésique. Il peut avoir oublié un certain nombre de choses. Aquaporte, une rue d'Aqua porte le nom du président Amadou Ahidjo. Je peux me tromper. Le stade Amadou Ahidjo permettait. Mais ça ne veut pas dire que personne ne milite pour que ces noms changent. Permettez. Allez-y. Le stade Amadou Ahidjo, c'est soit Amadou Ahidjo. Ça n'a gêné personne. Germain Ahidjo, ça n'a gêné personne. On peut compter comme ça par milliers. Alors, l'opportunité, c'est l'histoire. À un moment, on doit marquer un temps d'arrêt et les grandes figures doivent rentrer dans l'histoire. Et c'est le cas, je pense. Et c'est cela l'opportunité. Parce que notre aîné a cité un certain nombre de symboles ou de figures de l'histoire. Il a omis le camp Yayap, le Bamoun, qui porte dans le camp la gendarmerie au niveau du 7 porte fièrement le nom, depuis toujours. Je pense que c'est un faux débat. Nous sommes dans un faux débat. Il était question de parler des rapports incestueux entre l'exécutif et l'exécutif et le législatif. Excusez-moi. Je pense que c'est cela même l'objet de notre débat, la thématique de la soirée. En quoi un nom de baptême va-t-il influencer les décisions d'un pouvoir exécutif? Est-ce que c'est parce qu'il y a la bibliothèque François Mitterrand que quand un homme de droite va y aller, ses idées vont changer, hein, mon cher? Je ne crois pas. Donc, pour dire que il est clair que les trois pouvoirs sont réellement séparés parce que la Constitution n'a pas connu de modification. Le MRC, par ailleurs, a eu il y a quelques années un député dans cette assemblée. Je pense que le Cabral, votre président, s'il y a un lieu d'expression, c'est lors des délibérations. Et c'est les éléments qui prouvent que cette chambre-là, elle est importante pour la République. Elle est la matrice, l'une des matrices de la démocratie. Rien ne va changer. Le RDPC n'a rien à voir avec un budget.
je l'ai dit à l'entame, pour vous dire que le problème des enseignants ou de toute autre corporation est pris au sérieux parce qu'il y a les sous-secteurs dans un gouvernement. Il y a des budgets, des lignes qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas des lignes compatibles. Donc, le financement de l'inauguration de l'Assemblée nationale n'annule pas la préoccupation, ou du moins les problèmes que connaissent le pays. Et c'est pour cela que jusqu'alors, le président de la République a toujours été élu. Parce que c'est l'homme de la situation. C'est l'homme qui apporte des réponses. Grand frère, permettez. Petit frère, je suis très poli sur un plateau. Je suis pris qu'un conseiller municipal du RDPC, et vous qui avez souvent l'attitude de vouloir pas comprendre les approches anthropologiques et même historiques. Vous savez bien que tout symbole est interpellatif. Je ne veux pas vous l'apprendre ici. À ma qualité d'anthropologue, je suis d'accord avec vous et justement, bon, plus que jamais. Vous ne pouviez pas rester. Plus que jamais. Vous ne pouviez pas rester dans une logique absoluisante. Permettez-moi de le dire. C'est une opinion. C'est votre opinion, mais moi j'estime que j'aurais souhaité que la réaction vienne des partis politiques. Parce que sur un plateau, nous devions en débattre. Nous sommes là pour un débat. Vous avez d'abord recentré, vous avez redonné une idée de ce dont le débat lui-même en veut. Le débat, on ne peut pas dire que nous parlions du baptême de l'hémicycle et que vous estimez que toutes les autres approches ne sont pas nécessaires. Je suis désolé. C'est une opinion. Je souhaiterais mon souhait, par respect à vous, c'est que vous compreniez que... À vous le faire comprendre. Oui, non. Moi, que vous le compreniez ou pas, c'est mon avis. C'est votre avis. Voilà, très bien. Vous êtes conseiller et nous ne vivions pas les mêmes réalités. Moi, je ne vis pas les mêmes réalités que vous. Vous savez, je ne peux pas donner des points à un mauvais élève. En ce qui concerne M. Biya, moi, je dis que est-ce que les éléments interpellatifs de notre société, vous, dans le RDPC, est-ce que vous les aviez assumés, vous les aviez remplis, tu me répondras par l'affirmative. Mais je suis désolé. Moi, je crois parce que les Camerounais ne répondent pas à l'affirmative. 2018. C'est vous qui le... Non, vous n'allez pas parler au même moment. Non, bientôt. Nous sommes là pour on prépare 2025. Je suis désolé. On attend. Moi, si vous me demandez la note de mon fils du deuxième trimestre, je vous dirais qu'il a travaillé en calcul, en français et toutes les autres matières. Voilà ce que j'entends donner. Si vous me demandez M. Biya aujourd'hui, je dirais que le poids des ordures, le poids de manque d'eau, le poids de l'énergie, nous le subissons, c'est des missions régaliennes d'un système politique. Et quand, à partir du moment où tout à l'heure, on n'est pas sûr de terminer cette émission parce que ce serait le groupe qui va prendre le relais, je suis désolé, ne venez pas nous dire sur un plateau, parce que vous êtes jeune, et je suis désolé. Moi, rendu à mon âge, je ne sais comment donner mon sort. Mon aventure est passée depuis. Vraiment, pour dire vrai. Moi, je suis journaliste, ça fait 46 ans. Donc, je ne saurais donner mon sort à quelqu'un de 94 ans. Vous êtes libre, nous sommes en démocratie. Nous sommes en démocratie. Vous allez chuter, Michel. Je chute par là en disant que l'approche que vous vouliez vous faire, celle que vous comptiez donner à notre vue au cours de ce débat, il est complètement anachronique. C'est mon opinion. Il est inodore. C'est mon opinion. Et sans saveur. Et vraiment. Les Camerounais qui nous suivent vont faire la part des choses. Vous êtes libre. Moi, je suis dans la logique de vous écouter. Merci. Nous sommes arrivés ici, personne n'a partagé sur une poubelle pour arriver ici. Très bien. C'est pour dire que si vous le saviez au moins. Personne n'a partagé sur une poubelle pour arriver ici. Ah bon? Non. Pas du tout. Nous n'avions pas les mêmes yeux. Pas du tout. Mais monsieur le conseiller, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas quand même. C'est une préoccupation qui existe. C'est une préoccupation qui existe et les solutions sont là, je pense.
Ah bon? Vous défendez l'idée selon laquelle il ne s'agit pas d'une inféodation du pouvoir législatif, exécutif sur le pouvoir législatif. Pourtant, on parle d'une cérémonie qui a été initiée, qui a été convoquée par le président de l'Assemblée nationale, également cadre au sein président de l'Assemblée nationale, madame. Président de l'Assemblée nationale. Oui. Également membre du RDPC, on est d'accord. Aussi naturellement, mais le député Kouamou et les autres hommes politiques ne sont pas du RDPC. Alors, où est le problème? Bon, il n'y a pas de problème pour vous. Augustin Kouepo, on dénonce, tout le monde, toutes les voix qui se lèvent dénoncent actuellement un gaspillage de ressources. Quelque chose à laquelle on est habitué depuis ces derniers jours, entre ces multiples meetings, rassemblements organisés ou initiés par le RDPC. Je pense notamment à celui annoncé entre le 8 et le 10 mai prochain dans la région de l'extrême nord, avec ce budget qu'on a tous vu qui dépasse le milliard de francs CFA. Quelles pourraient être, si ce n'a pas été fait, quelles pourraient être les priorités d'un parti comme le RDPC? Parce que il ne faut pas simplement critiquer une démarche, il faut également proposer des solutions. Si un événement comme celui-là n'avait pas été organisé, les fonds, le milliard de francs CFA ou les milliards de francs CFA investis pour une telle cérémonie auraient servi à quoi en ce moment? Merci Madame de me donner la parole. Je vais d'abord faire une précision. Tout à l'heure, le grand frère Michaud Moussala a rappelé que l'Union africaine, le siège de l'Union africaine, a été également construit, c'était un don de la Chine. Mais je voudrais quand même rappeler à l'aîné que nos États qui y siègent fonctionnent exactement comme cette Union africaine, qui ne sont pas souverains, qui ne prennent pas de décision pour l'Afrique, qui sont dictés. On leur dit ce qu'il faut faire. Ils sont là-dedans, excusez-moi le terme, comme des marionnettes. Donc ils viennent s'asseoir, ils remplissent les conditions et ils rentrent. Sinon, dites-moi, depuis que nous existons là, qu'est-ce qu'ils ont pris comme disposition pour l'Afrique, entre eux Africains? Parce que tout ce qui se fait pour vous, sans vous, c'est forcément contre vous. Donc je voudrais faire remarquer que tous les États qui y siègent sont naturellement dans un mode fonctionnel, de même que ce siège, cette Union africaine. Alors je voudrais maintenant faire la précision de ce que, au vu des multiples problèmes qui nous préoccupent aujourd'hui, des problèmes élémentaires, aller débloquer plus de 5 milliards pour faire venir les gens de toutes les provinces, des amis politiques. C'est moi qui suis en train de parler, cher. Pour faire venir les amis politiques, pour festoyer en une soirée comme ça et s'arrêter là, alors qu'à 2 pas de là, l'hôpital n'a pas de couveuse. Rappelez-vous, madame, l'aîné a parlé des problèmes d'eau, des problèmes de lumière et des problèmes des déchets ménagers. Je vais aller un peu plus loin. Le souverain, c'est le peuple. Et les députés, c'est les représentants du peuple. Et ces représentants sont là pour le peuple. Et ce peuple ne peut pas siéger dans un bâtiment qui porte le nom d'un individu. Dans une démocratie normale, ça devrait porter peut-être le nom de quelque chose qui a marqué le Cameroun. Pas un nom, ça c'est mon avis, qui a marqué le Cameroun. Par exemple, des dates. Vous voyez, il y a des dates qui ont marqué l'histoire de notre pays. Alors, quand ceux qui aujourd'hui nous donnent des leçons à la fin d'une rencontre disent qu'ils partent te rendre compte ailleurs, et on voudrait que moi, je continue à croire que là où ils vont siéger, là, c'est pour les Camerounais. Je dis non, ils vont siéger désormais pour la Chine et pour la France. Parce que c'est là-bas qu'ils rendent compte souvent désormais. Les milliards débloqués pour cette fête inutile-là me semblent être exactement le logiciel, parce qu'ils sont dans leur logiciel qui n'est pas le nôtre. Le nôtre, c'est que nous regardons la souffrance des Camerounais, nous regardons la misère quotidienne. Nous regardons, je vais vous dire, madame, ça c'est pas un secret de polichinelle. Moi j'ai fait un puits d'eau, un forage autant pour moi chez moi. Ce que je vous dis, je peux vous donner le lieu et vous vérifier. J'ai fait un forage chez moi pour ravitailler mes locataires et moi-même. Mais malheureusement, ou alors heureusement, le vigile qui est à côté, il me dit, monsieur, il y a plus d'une vingtaine de jeunes dehors qui demandent à avoir de l'eau à 4 heures du matin. Le premier jour que l'eau a jailli du puits et qu'on pouvait déjà commencer à utiliser.
J'ai dit au jeune homme, au gardien, non, laissez pour les populations, laissez qu'ils puissent de l'eau là-bas, parce que je connais la difficulté que les jeunes ont à porter les bidons d'eau à 5 heures pour aller à Mobile Guinness. Et ce n'est pas normal dans un pays qui a 60 ans d'indépendance. À chaque puits, à chaque 30 mètres, 30 ou 30 mètres, vous avez de l'eau, madame. Chaque cours d'eau, chaque département est séparé par un cours d'eau. Tout cet argent aurait servi à faire des... approvisionner les quartiers en eau. Résoudre surtout et le détruire en une soirée. Résoudre surtout ce problème d'eau potable que beaucoup de populations n'arrivent pas à avoir. Christian Djokongo, à l'Assemblée nationale, notamment concernant le PCRN, on a vu l'honorable Cabral Libi ou alors l'honorable Nouran Faustin faire des sorties, notamment sur le dépôt tardif des projets de loi, qui ne permettait pas aux commissions d'examiner en profondeur leur contenu pour, on va dire à la fin, faire un bon jugement, valider ou pas. Avec aujourd'hui ce baptême, est-ce qu'on est dans la continuité de ce que les élus des partis de l'opposition dénoncent à chaque fois, le fait qu'ils soient dans une institution comme l'Assemblée nationale, mais qu'ils aient en quelque sorte les mains liées? Vous avez dans votre questionnaire posé 3 questions. Déjà, celui de l'indépendance de ces institutions, c'est une évidence. Elles ne sont pas indépendantes, globalement. On n'a qu'à prendre quelques exemples. Parce que le président de la République est le premier à violer les lois au Cameroun. En fait, l'exemple vient du haut. Si vous prenez par exemple l'article 3 alinéa 4 de la Constitution, on vous dit que le président de la République ne peut pas être détenteur de notre mandat électif au sein de l'État. Il est président d'un parti politique. Donc, il me semble qu'il aurait été élu en 2011. C'est grippé, c'est mort d'ailleurs. Je crois que Léon Théron on l'a vu et les autres. C'est le premier à pouvoir violer la loi. Vous avez par exemple, je parle sur le contrôle du conseil municipal qui est sur le terrain, la loi du 24 décembre 2019 portant code général des collectivités territoriales décentralisées, qui vous dit en son article 25 par exemple que la dotation générale des collectivités territoriales doit être faite un minimum à 15%, au moins à 15%. On n'est même pas encore à 6%. C'est le président de la République qui dépose la loi. Il est le premier à violer. Il le fait. Et je rappelle d'ailleurs qu'en ce moment, les maires sont à 3 ans sans salaire. Vous savez, le Cameroun, vous le constatez. Ils le disent de part et d'autre. Première des choses. Les conseils municipaux, autant pour moi, ne se tiennent pas. Il me semble, parce qu'ils n'ont pas de budget pour pouvoir tenir ces conseils municipaux. Jusqu'à présent, ils attendent encore les CAC de 2023, les sentiments dissous communaux. Pour prendre par exemple les mairies de Kondjok et autres, on attend. Je parle des faits, sont palpables. Deuxième élément, dans la logique fonctionnelle même de ces institutions. Si vous prenez par exemple l'article 14 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée, qui est une loi, on vous dit que les projets de loi priment sur les propositions de loi. Est-ce que vous pouvez imaginer? On vous dit que tant que le gouvernement ne dépose pas leur projet de loi, les propositions de loi des députés ne valent absolument rien. Ils ont la primauté. À partir de là, quand vous avez un tel élément, vous avez compris qu'ils ont tué leur souveraineté, ils ont tué, n'est-ce pas, l'institution qui est en théorie la plus fondamentale au sein de l'État. Et la plus vieille, la plus ancienne. Parce que nous croyons au Parlement, il faut le reformer, il faut des citoyens qui sont à même, qui viendront de pouvoir changer ce genre de choses. Maintenant, je voudrais prendre un autre élément que vous avez convoqué tout à l'heure. L'aîné... Michel Michaud, évidemment, disait que l'Union africaine est construite par la Chine. C'est qu'il parlera certainement du palais Bourbon et les autres qui portent d'autres institutions, mais qui ne portent pas ce nom. Maintenant, ici, on parle de la symbolique politique. Dans la symbolique politique, il y a la pudeur politique. Et dans la pudeur politique même, il y a même l'éthique politique que vous convoquez. Il y a ces éléments à partir desquels on identifie, on incarne des valeurs. Et le nom en est un élément fondamental, en est un symbole. Quand on baptise par exemple le général Leclerc ou bien le Maniben, que moi je connais au moins l'histoire, pourquoi on le fait? Ou le camp Yap que Valentin citait tout à l'heure, c'est parce que c'est des gens qui ont donné de leur vie, qui ont coulé de leur sang pour défendre une cause. Ils sont donc, à partir de là, des exemples, des symboles véhiculés de par leur bravoure. Si on baptise par exemple la rue Rudolf Douala Mangabel, c'est parce que c'est le premier, il fait partie des premiers. Et le matin, Paul Samba, les premiers à pouvoir s'opposer aux colons. Or, on ne peut donc pas être dans un environnement où on continue avec le néocolonialisme, où les reliques
du colonialisme qui y sont encore. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit comme une boutade, mais c'est la vérité. On a vu le président de la République sur le perron de l'Élysée, après le grand dialogue national de 2020, de 2020 pour moi. Allez dire, je suis venu rendre compte au président Macron. À partir de là, très cher doyen, vous comprenez que la République est en lambeaux. Et ça nous rappelle ce que Dadis Camara disait, que nous sommes des sous-préfectures de l'ancienne métropole, donc de la France. Hein? Il faut sortir de cette imbécilisation. Il faut sortir de cette infantilisation et même sortir de la patrimonialisation ou de la royaumisation du Cameroun. Parce qu'en réalité, c'est ça. On ne peut pas concentrer tous les pouvoirs d'ailleurs entre les mains de l'individu et pouvoir les baptiser. Je dis même pour la conscience collective. Imaginez si le président Amadou Ahidjo avait baptisé tous les autres choses de par son nom, parce que c'est lui qui a construit ces routes. Peut-être ces routes et les autres, ça s'appelle Amadou Ahidjo. Lui, on ne peut plus baptiser quoi. Vous imaginez qu'on est en train de fouiller une institution ou un élément dont il a des parts. Qu'est-ce que le président nous a donné? Peut-être on dira un jour que on va appeler peut-être le village Vomoka, le village Paul Biya, parce que c'est peut-être la seule réussite qu'il a eue, n'est-ce pas, de son magistère. On n'en trouve quasiment pas. Du point de vue économique, nous sommes quasiment l'un des pays les plus endettés. En ce moment, on nous parle de soutenabilité de notre dette, ainsi de suite. Les enseignants encore ne parviennent même pas à payer, qui sont en grève. Les personnels des hôpitaux sont en train de se préparer en ce moment. Les anciens pensionnés, les arbitres. Bon, moi, je laisse mes associations. Je parle des fonctionnaires de l'État. Donc l'État ne parvient pas à les payer. Quel est le SMIC en République du Cameroun? On coupille sur la misère totale. J'ai vu le dernier classement des co-matins en termes d'indice de développement ISD et autres. Nous sommes quasiment parmi les derniers, si j'ai envie de dire. On est le pays le plus corrompu, c'est le népotisme, c'est la corruption, c'est le tribalisme. Voilà l'héritage du président Paul Biya. C'est pourquoi ils ne parviennent pas à trouver un élément à partir duquel ils pourraient, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, le décorer. C'est malheureux. C'est le pauvre. Je préfère encore appeler ce pauvre. Parce que moi, j'ai un grand-père de son âge, donc j'ai pitié de lui, en réalité. C'est pourquoi nous disons au niveau du Parti Cameroun pour la réconciliation nationale, le président de la République, on accepte même que du haut de la longue expérience qui est la vôtre, du moins parce qu'il me semble qu'à travers le monde, je parle de votre contrôle, personne n'a eu autant, je veux dire quoi, une vie politique, administrative comme lui, président de la République. Et donc, il doit aller se reposer. Il est temps. Si vous avez même vu aujourd'hui, est-ce que vous avez vu sur lui-même qui tenait ce discours de baptême? Est-ce que vous avez vu comment on le traînait? On le tirait, c'est sa fille. On n'est même plus dans l'institution. Il faut prendre sa fille à la maison, qui le tient par la main pour y arriver. Les vidéos circulent. Dans je peux vous l'envoyer, je l'ai posté moi sur ma page. Ça fait mal quand on voit une telle chose. Ça fait pitié, ça fait mal. Ce n'est pas par manque de respect, n'est-ce pas, à ces aïeux, pour qui nous croyons qu'ils ont fait, il faut passer la main. Et donc je chute là par là en disant que, qu'on le veuille ou pas, une institution, c'est un symbole. Et le nom véhicule quelque chose. Quand on dit Ndjok Congo, j'ai dit je m'identifie à une famille. C'est parce que je m'appelle Ndjok. Et c'est ça, le nom valent quelque chose dans notre environnement anthropologique et sociologique. Donc dans le cadre du Parlement camerounais, est-ce que M. Biya était un jour parlementaire de sa vie? Non. Pourquoi donc une institution en théorie, il parle bien de la notion de check and balance, les trois pouvoirs qui sont, vous prenez l'article 4 de la Constitution, qui sont séparés en théorie. Il va faire quoi là-bas? Quitte à faire, c'est peu qu'il baptise le palais de Toudi, le palais Paul Biya. On peut encore dire qu'il est celui qui a mis 43 ans là-bas, quand même. Même là, quand même, du point de vue symbolique, on peut accepter, on peut dire d'accord, c'est la maison où il a vécu pendant plus de 4 décennies. Mais pour l'Assemblée nationale, de votre point de vue, il est inacceptable. C'est inacceptable, c'est irrécevable. Et je dis, quand on arrivera à ce niveau, la première des choses à faire, c'est de débaptiser ces choses. D'accord? C'est débaptiser, ça veut dire c'est changer ce genre de choses. Première des choses. Deuxièmement, même, en construire un palais. Parce que, monsieur, pour convoquer la notion vous allez chuter. Il nous reste 2 minutes. La notion de souveraineté. Est-ce que vous imaginez un peu c'est à ce niveau, moi je voulais vous titiller. Le palais de l'Assemblée nationale, c'est la souveraineté. C'est l'élément à partir desquels on exprime notre souveraineté. C'est l'institution fondamentale. Et si une telle institution vous est donnée cadeau, comme on dit Ndjo, par quelqu'un d'autre, et vous, quand vous en prenez, évidemment, vous pouvez en faire de ça ce que vous voulez, au lieu donc de l'appeler même encore le palais du peuple, parce que cela vous a été attribué gratuitement. Par ailleurs, ce n'est pas gratuit. Parce qu'on y retrouve aussi les élus du peuple en même temps. Les élus du peuple,
Et parce qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien dépensé, ils auraient même dû appeler ça peut-être la 7e législature ou ainsi de suite. Ou même, je dis bien, ou même ça aurait pu s'appeler Cavaille. Parce que Cavaille est un relique de ce Parlement et non l'autre type-là. C'est noté, Christian Diop. Je voudrais... Aller rendre compte là-bas, ça ne commence pas aujourd'hui. Le grand frère peut nous faire rappel. À l'époque, je me rappelle bien, quand le chef de l'État était allé dire « Je suis le meilleur élève de la démocratie ». Et s'il se rappelle bien, j'avais lu un article écrit par le grand frère, parce que Célestin Monga à l'époque avait dit, il a vu son chef d'État devant le perron de l'Élysée, avec une raideur cadavérique qui lui rappelait le vieux nègre à la médaille. Si après 30 ans, on est encore dans cette même posture, ça veut dire qu'on est revenu d'un siècle en arrière. Moi, je prenais ma logique où on dit que Macron était un jeune Français. Valentin Diop qui a pris beaucoup de notes pour réagir avant qu'on ne sorte de l'émission. Bon, je sais que vous nous accordez aussi, parce que là, il sera au troisième toute parole. Non, parce qu'il a pris tellement de notes que, bon... Nous en prenons dans la tête aussi. Vous n'avez rien à voir avec... Alors... Là, tout un cahier 32 pages. Bon, je dis ceci. À quand le stade de 20 secondes. Il y a eu une exclusion dernièrement. Malheureusement, si vous n'y êtes pas allé, j'ai dit, c'est vous qui posez des questions. Permettez, vous avez posé une question. Vous avez... Non. Monsieur, évitons de... Amalgame. Invitons l'amalgame, respectons nos chiens. En tout cas, le temps est passé, malheureusement. Je vais rappeler un point à M. Ndiok. 10 secondes. Il y a une association, le président Pobia est président d'une association et il est chef de l'État. Donc la question des postes électifs ou les fonctions électives, il faut mettre ça. La loi. Les partis il faut le mettre. Merci Valentin Diop. On n'a plus le temps. Merci Augustin Kouefo, merci Michel Michaud, merci à vous de nous avoir suivis à la maison. Très bonne fin de soirée, excellent week-end. Rendez-vous lundi 19h30. Merci.